Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. C'est sur la conviction profonde du bon et du beau que la civilisation humaine s'est bâtie au fur et à mesure des siècles. Des valeurs comme la solidarité, l'empathie, la fraternité, l'action juste sont les fonds baptismaux des relations humaines. Et pourtant, l'histoire nous a appris que souvent ces valeurs-là ne se conjuguent pas avec l'humanité, quand les intérêts hégémoniques et économiques sont en jeu. Et c'est ce que semblent nous montrer les puissances occidentales depuis plusieurs décennies déjà, qui au nom de la domination justifient, tolèrent les pires exactions à l'encontre des peuples africains, arabes et du tiers-monde. Rappelez-vous les déclarations de l'américaine Madeleine Albright alors qu'elle était secrétaire d'État. Si nous devons utiliser la force contre l'Irak, c'est parce que nous sommes l'Amérique, nous sommes la nation indispensable, nous sommes debout et nous voyons plus loin dans l'avenir que les autres pays. Et nous voyons le danger pour nous tous. Fin de citation. Les déclarations d'Albright sont aujourd'hui d'actualité plus que jamais, puisque les dirigeants occidentaux, pour justifier les interventions étrangères, emboîtent le pas à l'ancienne secrétaire d'État. La mort de 500 000 enfants irakiens suite à l'embargo américain contre l'Irak et aujourd'hui celle de 1030 petits Palestiniens ne choque pas. La famine qui frappe les enfants africains semble aux yeux de l'Occident des dommages collatéraux pour maintenir l'hégémonie sur le monde. Mais face aux politiques coercitives, impérialistes de l'Occident, un bloc de résistance semble se construire. Les populations n'ont pas dit leur dernier mot. Et la mobilisation pour soutenir les Palestiniens face à l'offensive de l'entité sioniste le prouve, le montre. Cette prise de position de l'Occident en faveur de l'entité sioniste est-elle celle de trop? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Tawfiq Hamel, spécialiste en histoire militaire. Bonsoir Tawfiq Hamel, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci à vous. De Gamal Abina, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Gamal Abina, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Tina, merci à vous et à Tawfiq et à Youssef aussi, bonsoir. Et de Youssef Bousmah, militant antisioniste. Bonsoir Monsieur Bousmah, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à vous tous et merci de votre invitation. Messieurs, sans plus attendre, on entame notre émission et je commence avec vous, Gamel. Alors, Gamel, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme semble justifier toutes les horreurs, interventions en Irak, en Syrie, au Mali, en Libye, et les exemples sont encore lents. Et aujourd'hui, l'offensive contre Gaza. Pourtant, le terrorisme intégriste fondamentaliste en Syrie est soutenu au vu et au su de tout le monde par l'entité sioniste. Quelle lecture faites-vous, Gamel Abina ? Simplement qu'il y a les bons et les mauvais terroristes. On sait que dans l'histoire, c'est ceux qui écrivent l'histoire qui vous disent si les hommes étaient des résistants ou des terroristes, ceux qui ont gagné surtout, les vainqueurs. Et là, en l'occurrence, on se rend bien compte qu'il y a deux types de mouvements dits islamistes, radicaux. D'un côté, alors historiquement, c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, particulièrement en France, sur les questions de Benzema qu'on a attaqué par rapport au fait qu'il serait frère musulman, ce qui est une aberration, puisqu'il vit en Arabie Saoudite actuellement. Il faut savoir qu'il y a d'un côté ce qu'on appelle les fréristes, les frères musulmans, fondés par Hassan el-Banna, qui sont plutôt un mouvement légaliste, et qui sont plutôt républicains, malgré tout, ce qu'on peut en dire, et surtout qui s'inscrivent dans la démarche d'élection. Ce qu'on a vu dans la bande de Gaza, ce qu'on a vu évidemment en Turquie, et en règle générale, c'est plutôt la lecture qu'ils ont. Et de l'autre côté, il y a les mauvais islamistes pour nous, mais qui sont les bons islamistes pour l'Occident, qui sont des déstabilisateurs, qu'on appelle djihadistes, qui sont du courant wahhabite, soutenus par l'Amérique, encouragés par l'Amérique, payés par les milliards de pétrodollars saoudiens, donc clairement ceux qui considèrent qu'ils ont la lumière dans la lecture du Coran, et qui font la guerre non seulement aux peuples arabes, on le voit bien en Syrie par exemple, on le voit en Libye, on le voit un peu partout, mais surtout qui font la guerre moins à l'Occident qu'au monde arabo-musulman. Donc ceux-là sont des bons terroristes tant qu'ils déstabilisent les régimes arabes. Ils sont républicains, je le rappelle, parce que depuis quelques décennies, l'obsession de l'Occident, c'est d'en finir avec le front du refus par rapport à la question palestinienne, donc ces fameux régimes arabes républicains qui étaient tous restés fidèles, sauf l'Égypte malheureusement, mais on trouve un moyen de les déstabiliser en utilisant ces mouvements djihadistes qui n'ont absolument aucune perspective politique, si ce n'est, soi-disant, le rétablissement des califats, mais surtout en finir avec les régimes arabes républicains et laïcs.
Très bien, je viens vers vous, Taoufik Hamel. Mohamed Ben Saada fait un rappel historique important dans un article publié dans le club Mediapart. Il fait rappeler l'opportunisme d'Ariel Sharon, premier ministre de l'entité sioniste à l'époque en 2001. Ce dernier déclare que Arafat est notre Ben Laden en pleine opération, en pleine intifada d'Al-Aqsa. Et aujourd'hui, Netanyahou reprend cette déclaration à sa sauce et affirme, je cite, le Hamas est notre ISIS. Ce langage, qu'est-ce qui vous inspire, monsieur Taoufik Hamel? Ce langage n'est pas nouveau, fait partie de ce qu'on appelle la déshumanisation. Il y a deux types de déshumanisation. C'est déshumanisation individuelle, c'est comme lorsqu'un avocat prend une certaine distance de son client pour qu'il puisse faire son travail. Ça, c'est quelque chose de normal. Ensuite, il y a la déshumanisation objet. Ça veut dire qu'on fait en sorte que la personne ou l'ennemi, l'adversaire devient un simple objet pour permettre justement une certaine extermination. Là, en tout cas, ce langage fait partie de la déshumanisation qui est toujours inscrit dans le discours de guerre. Alors, pour mener une guerre, il faut toujours la justifier, la légitimer, et le discours fait partie justement de ces moyens de légitimation de la guerre. Généralement, la colonisation, l'impérialisme a toujours servi de ce discours de déshumanisation. Le plus souvent, par le passé, on a tendance à présenter les adversaires comme des barbares, comme des sauvages, ensuite comme des terroristes. Si je peux juste faire un rappel historique, au XVIIIe, XIXe siècle, l'humanité a été divisée en trois catégories, trois sphères. Vous avez des civilisés, vous avez des sauvages et vous avez des barbares. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on parle de la société civilisée, on fait nécessairement référence aux pays européens. Généralement, civilisés européens chrétiens avaient été utilisés de façon synonyme. Elle a fallu attendre à la fin du XVIIIe siècle pour que l'Empire ottoman et le Japon soient justement acceptés dans ce qu'on appelle des familles civilisées. En ce qui concerne ce discours sur le civilisé et le barbare et le sauvage, elle a fallu attendre 1960 lorsque l'ONU a adopté la résolution 1514, justement qui a mis fin à ce sentiment de paternalisme qui a été imposé par les puissances de l'époque. Ce que je veux dire par là, pour en terminer, c'est que ça fait partie d'un discours de déshumanisation qui peut avoir, en tout cas, on peut décrire l'ennemi comme un terroriste, comme un sauvage, mais cela fait partie, en tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais le plus important dans tout ça, même dans le cas de la guerre américaine contre le terrorisme, on trouve ce langage. Ce qui est intéressant, c'est que on trouve un certain langage qui dit que les ennemis sont des barbares et on doit être des barbares comme eux. C'est quoi l'implication de ce syllogisme? Ce syllogisme, c'est de dire que les ennemis ne combattent pas avec les mêmes moyens et du coup, la seule façon pour les combattre, c'est d'utiliser leur manière. En fait, globalement, qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, utiliser des méthodes qui sont interdites par le droit international, sous prétexte parce que l'ennemi, parce que celui qui est en face ne respecte pas les règles. Mais globalement, tout ça, il s'agit d'une construction, car le discours n'a rien à voir avec la réalité de la guerre. Très bien, Youssouf Bousma, justement, M. Taoufik Hamel vient de parler de l'utilisation d'armes non conventionnelles. Et justement, l'action menée par la résistance palestinienne depuis le 7 octobre, nommée Tempête d'Al-Aqsa, a été qualifiée de crime de guerre. Mais l'utilisation de bombes de phosphore blanc ou encore le fait d'attaquer des écoles, des hôpitaux, des mosquées ou une église orthodoxe ou affamer 2 millions de Palestiniens n'est pas considéré comme un crime de guerre. Pourquoi, bizarrement, le fait de toutes ces violations du droit international ne sont pas considérées comme des crimes de guerre jusqu'à présent, alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes? Alors oui, là nous sommes devant une contradiction flagrante. C'est-à-dire que le droit international n'est pas quelque chose de posé une fois pour toutes. Le droit international a toujours été le résultat de rapports de force dans le monde. Et un certain nombre de points du droit international ont été faits, ont été édictés, ont été votés à l'ONU à un moment où les rapports de force des pays du Sud vis-à-vis des pays du Nord aidés et alliés par les pays socialistes étaient beaucoup plus importants.
Donc un certain nombre de points du droit international sont fondamentaux, comme le droit à la résistance et le droit à la résistance, y compris armée. Hein, c'est quelque chose qui est réglé par le droit international, qui est validé par le droit international, d'accord, et dont on disait tous les peuples cherchent à se libérer. Et de ce point de vue, on a des pays du Nord qui, bien évidemment, prétendent soutenir ce droit international, mais qui ne le respectent pas. Ils ne respectent pas ce droit international, alors qu'ils prétendent à chaque fois comment se baser sur lui afin de mener leurs opérations. Par exemple, la guerre contre l'Irak, les guerres contre l'Irak menées par les deux présidents Bush, et toutes les expéditions des États-Unis, mais également les expéditions de la France en Afrique. À chaque fois, on prétend s'appuyer sur le droit international, sur des appels au secours venant de pays, mais on voit bien que c'est pas le droit international qui est en cause, c'est son utilisation, son interprétation qui est réellement à géométrie variable, et je dirais même plus à géographie variable. Hein. Selon qu'il s'agit du pays du Nord, du pays du Sud, eh bien, on va interpréter ce droit international de façon en ce qui concerne l'opération menée par les Palestiniens, le déluge de l'Aqsa, c'est une opération qui se base totalement dans le droit fil du droit de résistance tel qu'il a été dicté par l'ONU. Il faut savoir que, par exemple, les frontières entre Gaza et l'entité sioniste n'existent pas formellement même pour l'ONU. Ce sont des frontières qui ont été tracées de façon totalement autorisée par l'entité sioniste, qui n'ont pas de réalité. C'est-à-dire que, donc, du coup, par ailleurs, eh bien, l'entité sioniste est une puissance occupante, puisque l'ONU considère que le blocus de Gaza, eh bien, est une fonction occupante, hein, assimile cela à de l'occupation, exactement comme pour la Cisjordanie. C'est-à-dire que les Palestiniens sont en situation d'occupation en étant même dans Gaza. Hein. Gaza, les sionistes prétendent ils disent que Gaza est autonome, Gaza, c'est absolument faux. Pour le droit international, Gaza est malgré tout un territoire occupé, hein, même s'il est encerclé et si officiellement les Palestiniens sont chez eux. C'est un territoire occupé. Donc, dans un territoire occupé, le peuple occupé a le droit à la résistance, a le droit de résister par tous les moyens, hein, comme l'avait même rappelé Malcolm X dans une fameuse formule, hein, par tous les moyens possibles. Donc voilà. Donc, Monsieur Bousmah, Monsieur Bousmah, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait question peut-être de légiférer justement sur le droit de la résistance quant aux 17 territoires occupés reconnus par l'ONU ? Mais bien sûr, non mais la législation, elle est là, les lois sont là. Le pire, c'est que les lois sont là. Simplement, eh bien, l'Occident fait comme si, eh bien, elle n'existait pas. Mais n'importe quel juriste international, alors évidemment, il faut que ce juriste soit de bonne foi. Je prends par exemple une juriste internationale, Monique Chemillé-Gendreau, qui est une éminente juriste internationale française, malheureusement qu'on entend très rarement. Hein. Eh bien, Monique Chemillé-Gendreau, elle dit des choses extrêmement intéressantes là-dessus, et notamment sur les droits des Palestiniens. Il suffit de revenir. Donc les lois, elles existent déjà. Il n'est même pas nécessaire d'en faire d'autres. Hein. Simplement, il faut les respecter. Et si on respecte le droit, simplement le respect du droit international, alors on peut aimer ou pas aimer le droit international, mais je pense que malgré tout, ça peut être un point d'appui pour les peuples du Sud. Hein, ça ne suffit pas. Je ne dis pas que le droit international suffit. Hein. Parce qu'il y a aussi les droits moraux, les droits légitimes qui existent, hein, et le droit international, c'est un des droits sur lesquels on peut s'appuyer. Mais je dis même le droit international, les lois existent déjà. Il n'est même pas nécessaire d'en faire d'autres. Il faut le faire respecter. Et en ce qui concerne les Palestiniens, ils ont un droit à la résistance sur toute partie de leur patrie occupée. Très bien, je reviens vers vous, Gamel Abina, et à la lumière de ce que vient de nous dire Youssef Bousmah, et justement cette sacralité du droit aux côtés du droit international, la liberté d'expression, la démocratie sont de l'ordre du sacré en Occident. Et pourtant, on le voit, dès qu'il s'agit d'apporter une voix discordante à celle du discours ambiant, on est tout de suite affiché comme étant un ennemi de la civilisation. Je fais référence notamment aux plusieurs intellectuels qui sont interdits des plateaux télé, qui sont interdits dans la presse ou encore même les réseaux sociaux pour les pages qui soutiennent la Palestine sont interdites. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Occident va à l'encontre de ce qu'il défend comme civilisation et comme valeur ?
Vous savez, les valeurs de l'Occident, ça se caractérise par plusieurs éléments. On va commencer, vraiment, je reviens un petit peu dans le passé, quand les Français imposent à l'Allemagne un blocus, où ils font en sorte littéralement de les faire mourir de faim, l'Allemagne et l'Autriche. Ça fait 750 000 morts avec la grippe espagnole plus les morts de faim, et ils finissent par signer le traité de Versailles qui ne respecte rien, et qui est une véritable ignominie qui conduit à notre guerre. Le droit international, ça ne veut rien dire. Ça a été voulu par Woodrow Wilson, un président au début du siècle, qui espérait, en créant la SDN, créer un cadre juridique pour qu'il n'y ait plus de conflits. Puis en 45, le 21 juin 45, ils ont à nouveau tenté de créer un cadre juridique nouveau avec l'ONU, malheureusement qui siège aux États-Unis, donc la neutralité n'existe pas, sauf que le droit ne fonctionne que s'il est valable pour tous de manière égalitaire. Or, le droit de veto est un délit de démocratie. Donc ce droit international les arrange quand ça s'applique au Sud. Ils vont vous dire que l'Irak, en 91, va envahir le Koweït, et donc il enfreint le droit international. Par contre, quand l'Amérique va envahir l'Irak sur des mensonges, c'est le plus fort qui parle. On est sur une nation qui fait la guerre, qui s'autorise à tuer des millions de personnes, parce que je rappelle qu'il y a entre 3 et 5 millions d'Arabes du Moyen-Orient qui ont été assassinés par les bombes américaines, terrorisme d'État évidemment, massification de la mort, simplement parce qu'ils ont essayé de s'emparer de la région. Donc la question du droit est une question qui est intéressante, c'est vrai, mais je n'y crois pas. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. On voit bien avec la Russie sur l'Ukraine, on voit bien aux États-Unis qui ont fait la loi pendant 30 ans avec la Pax Americana qui finalement était une guerre permanente. Et aujourd'hui, eh bien, ce qui se passe en Palestine, c'est juste la barbarie qui s'exprime. Alors je tiens à préciser, quand je parle de barbarie, parce qu'il faut renvoyer au possédant de ce terme-là ce qu'il est. Theodor Herzl, lorsqu'il écrit L'État des Juifs, un livre qui fait référence en 1885 à la volonté de créer un foyer national juif, soi-disant, pour faire en sorte de sécuriser les Juifs qui subissaient des pogroms, eh bien, il dit quoi dans son livre? Il dit, nous serons le bras armé, l'avant-garde, c'est le terme exact qu'il utilise, du monde civilisé face au monde barbare asiatique. S'entend à l'époque, comme je le dis plusieurs fois, le monde moyen-oriental. On l'appelait pas comme ça à l'époque. Eh bien, cette idée de la barbarie et du droit, qui s'oppose évidemment, eh bien, l'Occident fait ce qu'il veut, il joue sur les lignes. Quand ils ont attaqué la Libye, le droit international n'était pas respecté, parce qu'ils jouent beaucoup sur les flux juridiques, sur les entrelignes, sur la façon de contourner ce droit, en sachant que finalement, l'histoire est écrite par les plus forts. Et je prends le terme de l'homme le plus criminel de l'histoire de l'humanité, Hitler. Il disait, nous pourrons, peu importe ce que nous faisons, peu importe les tueries, le plus important c'est que nous gagnons la guerre car nous écrirons l'histoire et l'histoire nous sera favorable. Bon, il a perdu la guerre. Mais il n'en demeure pas moins que les criminels qui tuent en masse comme en Palestine actuellement, on va être bientôt à 10 000 morts, hein. Vraiment le barbare qui est au pouvoir et qui est un type d'extrême droite, je le rappelle. L'Occident soutient l'extrême droite. C'est intéressant. Eh bien, cet homme-là fera autant de morts qu'il voudra pour se venger parce qu'il a pris littéralement une raclée sécuritaire. Tous ces dispositifs ont été annulés en une seule journée et il le sait. Il est en danger. Sa population le déteste, donc il va se venger le plus possible pour essayer de retrouver une odeur de sainteté auprès de son peuple. Très bien, je reviens vers vous, Monsieur Théophile Hamel. Ce soir, l'antité-sioniste a menacé une nouvelle fois un hôpital de l'attaquer dans les prochaines 24 heures. À votre avis, comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui le fait d'attaquer des hôpitaux où il y a plus de 10 000 personnes malades et blessées, déjà par d'autres bombardements, sans compter les Palestiniens qui sont déjà malades? Comment est-ce qu'on peut justifier ça? On peut justifier ça par une ivresse de puissance et le sentiment d'impunité. Quand on voit les Américains qui ont le droit de veto dans le Conseil de sécurité, quand on voit le président Joe Biden présente les Palestiniens, c'est le mal absolu. Et plusieurs dirigeants américains ont affirmé le droit d'Israël de se défendre. Alors certes, l'ONU accepte le principe d'autodéfense ou la légitime défense, mais il y a également certaines limites. Et ce qu'on voit actuellement, ça va bien au-delà de la légitime défense. En plus de ça, pour l'instant, on évoque uniquement le début des hostilités. On ne peut pas aborder le début des hostilités sans regarder en arrière. On a, depuis les années 90, avec Oslo, il y avait un processus de paix qui a été mis en place, soutenu par les dirigeants arabes. Il y avait ensuite la Ligue arabe qui a fait une proposition de paix sur certaines conditions. Ça veut dire que d'un côté, il y a les pays de la région se sont engagés dans un processus de paix, mais en face, Israël n'a rien proposé de pertinent. Pour elle, Israël cherche à régler définitivement la question palestinienne, mais sans accepter le principe de deux États. À partir de là, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire faire en sorte de transférer complètement la population
palestinienne vers d'autres pays. Ça, c'est le scénario idéal que cherche Israël à réaliser. Le problème qui se pose, c'est que ce scénario est devenu irréalisable politiquement. Israël ne peut pas, en tout cas, le réaliser politiquement. À partir de là, tout ce qui reste, c'est la violence. Le fait que Israël envisage de bombarder un hôpital, alors qu'il y avait plusieurs déclarations, condamnations récemment de la part de la société internationale de différents pays, même au sein des pays européens, il y avait pas mal de personnalités qui ont condamné justement Israël, mais cela n'empêche pas que Israël actuellement a un soutien important au sein du Conseil de sécurité. Il y a les États-Unis, il y a d'autres puissances européennes. Quand on voit même l'Allemagne ou la Grande-Bretagne qui menace même d'expulser ceux qui soutiennent la Palestine, là, ça donne un certain sentiment d'impunité à Israël. Et Israël en tout cas, abuse en tout cas de ce soutien et essaye de mon point de vue, l'objectif principal à Gaza actuellement, justement, c'est de pousser les Gazaouis vers un autre pays arabe. Et de cette façon, elle va régler définitivement ce problème. Ensuite, reste le problème de la Cisjordanie. Le fait de mettre l'accent sur Hamas, on peut supposer à un moment, Hamas n'existe pas. En Cisjordanie, Hamas n'existe pas. C'est l'autorité palestinienne. Mais cela n'empêche pas que les Palestiniens en Cisjordanie, le plus souvent, sont harcelés. Il y a plus de 30 de morts depuis le début de l'année en Cisjordanie, alors que Hamas, globalement, n'existe pas en Cisjordanie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël, le recours à la violence devient l'un des moyens de gouvernement de la société israélienne. C'est une société qui devient de plus en plus militarisée, où le recours à la force est de plus en plus légitimé et accepté par la population. Il suffit juste de voir certaines déclarations récentes. Sincèrement, ça devient très très inquiétant pour les Palestiniens. Très bien, je viens vers vous, Youssef Bousmah. Durant l'intervention en Libye, en Irak, en Afghanistan, on avait l'impression que l'opinion publique a été préparée, que ces interventions étaient acceptées. On se souvient tous de la fiole de Colin Powell justifiant justement cette intervention militaire. La Libye, on a justifié par la présence d'un dictateur, et je mets ce mot dictateur entre parenthèses. Au Mali, on a justifié par la lutte contre le terrorisme et l'appel des populations maliennes, au point où l'opinion publique appelait ça comme étant les démocraties qui allaient venir dans ces pays-là pour sauver les populations, alors que les populations ont refusé ces interventions. Et en Occident, on n'avait que les anti-impérialistes et les mouvements plus ou moins altermondialistes qui s'opposaient férocement à ces interventions. Mais aujourd'hui, l'intervention de Gaza, on a l'impression qu'elle scinde le monde en deux. Il y a les dirigeants qui maintiennent leur politique et les populations qui le refusent. Est-ce que ce constat est réel sur le terrain, puisque vous, justement, vous faites partie des gens qui se mobilisent actuellement à Paris, vous et Gamel Abina, pour soutenir la Palestine? Mais oui, tout à fait. La Palestine, alors c'est assez étonnant parce que la Palestine, c'est un territoire qui fait 40 km sur 5 km. Mais la superficie, on va dire, géostratégique, la superficie morale, la superficie émotionnelle de la Palestine est bien plus considérable que sa superficie géographique réelle, voyez-vous. Et depuis toujours, depuis très très longtemps, la Palestine est une façon de distinguer, disons, on peut dire ceux qui ont un sens moral et ceux qui n'en ont pas. Et nous, à Paris, nous avons coutume on a une expression, on dit la preuve par la Palestine. C'est-à-dire que dis-moi ce que tu penses de la Palestine, de la lutte palestinienne, de sa justesse, et je te dirai ce que je pense de toi. Et c'est quelque chose qui s'est tout le temps vérifié. Depuis toutes ces années où nous militons pour la Palestine, depuis des décennies, ça s'est tout le temps vérifié. À chaque fois on devait créer une organisation, une association, on lui demandait ce qu'il pensait de la palestinienne. Comment prendre l'onde de choc que produit actuellement la Palestine dans le monde, cette lutte palestinienne de libération dans le monde, aucune autre lutte n'a autant d'intensité. Moi, j'ai un petit peu voyagé un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine, Afrique ou ailleurs, et je peux dire que c'est absolument étonnant, c'est incroyable, cette estime, cet amour de la Palestine que le monde entier a, du Mexique en Chine, de où on veut, de Scandinavie jusqu'en Afrique. La Palestine fait vibrer quelque chose qui a trait à la justice. Je crois que beaucoup de peuples
à travers la juste lutte du peuple palestinien, eh bien, la Palestine, c'est le visage que l'on donne à la justice, c'est le visage que l'on donne à la paix, c'est le visage que l'on donne à la fraternité humaine. Israël est quelque chose qui vient piétiner tout cela, piétiner, disons, cet enchantement du monde. Hein. La Palestine enchante le monde. Et on voit une armée de soudards, de mercenaires qui vient et qui piétine ce peuple, qui piétine cette cause de la façon la plus brutale. Je crois que c'est quelque chose qui heurte la conscience humaine. C'est vraiment et c'est ce qui explique l'intensité et la force de la lutte palestinienne, que d'ailleurs les sionistes ne réussiront jamais à vaincre. Faut bien l'avoir ça en tête. Les sionistes devraient vraiment se mettre dans la tête que jamais ils ne pourront vaincre. Hein. La Palestine, c'est la transversale, traverse le monde. Et comme le disait le poète Mahmoud Darwish, hein, c'est cette espèce d'épine que le monde a dans la gorge et que personne ne pourra jamais avaler. Très bien, je reviens vers vous, Gamel Labina, et je crois que Youssef Bousmah a commencé à nous donner des éléments de réponse. Durant la guerre froide, le monde, là aussi, s'est scindé en deux, et on sait très bien pourquoi il s'est scindé en deux. D'un côté, on avait le bloc communiste, et de l'autre, le bloc impérialiste. Et chacun d'entre eux faisait du mieux qu'il pouvait pour récupérer des pays. Et là encore, je rappelle que l'Occident a utilisé des méthodes qui n'étaient pas très conventionnelles. Je fais référence notamment à la radio d'Émile Colline et les génocides au Rwanda, ou encore le rapt et le kidnapping ou l'assassinat de plusieurs leaders panafricains. Mais aujourd'hui, autour de la question palestinienne, est-ce que c'est une divergence idéologique ou c'est une divergence d'intérêt finalement ? Alors, vous faites bien de parler d'intérêt, parce qu'en l'occurrence, les pays comme l'Ouganda, par exemple, qui ont toujours été de véritables vendus, je ne parle pas des peuples, hein, les peuples ougandais n'ont absolument aucun problème avec les questions palestiniennes, mais les dirigeants. Museveni, c'était pareil en Éthiopie. Enfin, on a beaucoup de dirigeants comme ceux-là qui ont complètement été achetés, littéralement, par Israël, et qui ont établi des relations qui allaient contre la logique du panafricanisme, pour commencer, mais surtout de l'anticolonialisme. L'impérialisme occidental concentre ses forces en Palestine, et le pays qui a le mieux appréhendé la question palestinienne, c'est l'Afrique du Sud. On se souvient que Mandela a eu 4 amis, en vérité. Il l'a dit aux Américains, ça fait grincer des dents. Il a dit qu'il avait Yasser Arafat comme ami, ce qui n'est pas rien. Il a dit qu'il avait évidemment le président algérien de l'époque. Il a dit qu'il avait en Amérique du Sud un seul État qu'il avait soutenu, c'était Nicaragua. Donc c'est quand même pas rien non plus. Et en Iran, voilà, c'est vous donner à peu près. Et puis la Libye, ça va de soi. La Libye, l'Iran, 4-5 amis. Vraiment 5 amis au maximum. Parce que la question palestinienne, c'est quelque chose qui est particulier dans le cœur de tous les peuples du Sud, même si dans le Nord, il y a une sympathie évidente et de plus en plus marquée, qui explique pourquoi on ne fait plus de sondages. Ça fait 15 ans qu'on pose plus les questions sur la question palestinienne, parce que l'Europe, les peuples, est convaincu qu'Israël est un danger pour la planète. Faut pas l'oublier. Rappelez une chose, et je le répéterai systématiquement, les Palestiniens sont chez eux. Ceux qui ne sont pas chez eux, c'est les Polonais, c'est les Lituaniens, c'est tous ceux qui viennent de ces pays de l'Est et d'Europe centrale, qui sont venus en Palestine par la force et qui très rapidement ont voulu prendre la terre. Mais les Palestiniens sont chez eux, le seront toujours. Et bien simplement, la Palestine, c'est quoi? C'est la convergence de plusieurs éléments. C'est le choc nord-sud, c'est l'impérialisme déguisé de la 9e croisade, parce que Salah ad-Din avait repris Jérusalem. C'est aussi la convergence de 3 religions monothéistes, hein, le judaïsme et le christianisme et l'islam. Et c'est surtout les riches contre les pauvres, les blancs contre les basanés, l'Est contre l'Ouest, c'est la croisée des chemins, parce que c'est la route des Indes, c'est la route du Nord, c'est la route de la Russie. La Palestine, c'est énormément de convergence d'intérêts et de convergence idéologique et géostratégique. La Palestine aujourd'hui est contrôlée par les États-Unis, la France et l'Angleterre, ceux qui ont créé cet abcès, surtout la France et l'Angleterre avec les accords Sykes-Picot. Et donc, c'est une forme de base armée, une base avancée, et c'était dit l'avant-garde de Théodore Herzl, l'avant-garde de l'Occident, là-bas pour contrôler la région et pour se garantir, parce que le pétrole coulait à flot, qu'il y aurait toujours une présence occidentale dans la région. Et effectivement, ce qui pose aujourd'hui problème, c'est que l'Afrique, dans son entier, est pro-palestinienne. Indiscutablement, les peuples ont tous une sympathie, et c'est normal, puisqu'ils ont subi le colonialisme, et qu'en revanche, quelques dirigeants, comme le Soudan récemment, ont été achetés pour obtenir la paix, ont vendu des dirigeants, et ont fait en sorte de dire, voilà, nous, on est pro-israélien, alors qu'en vérité, il n'y a aucun intérêt pour ces pays à être pro-israélien, puisque ce pays qui vit complètement quasiment de façon artificielle, que les subsides occidentaux, si on retire l'argent des Occidentaux, s'effondre du jour au lendemain. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi effectivement le cœur des Palestiniens touche le cœur du monde entier, simplement parce que l'injustice est tellement évidente et criarde qu'on a du mal à vendre le mythe d'un peuple qui serait revenu 2000 ans après chez lui. D'ailleurs, je vous raconte une plaisanterie pour finir. On a posé la question au président iranien, il y a quelques années, de savoir pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas que les Juifs reviennent 2000 ans après chez eux. Vous savez ce qu'il a répondu?
Nous n'acceptons pas parce que nous avions la possession de l'Inde il y a 5000 ans. Est-ce qu'on y retourne? Une très bonne question. C'est une très bonne question. Monsieur Taoufik Hamel, je rappelle que vous êtes également chercheur en géopolitique. Le Premier ministre ukrainien et le Premier ministre israélien ont déclaré que les guerres auxquelles ils font face dans leur pays sont les guerres du monde civilisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet élément de langage qui est particulier, les guerres du monde civilisé? On va revenir vers Taoufik Hamel pour cette question. Monsieur Youssef Bousmah, de toute façon, je voulais l'avis de mes trois invités sur cette question. La même question. Alors, sur le principe de guerre de civilisés. La guerre, c'est la guerre contre le monde civilisé, ils ont déclaré. Oui, la guerre contre le monde civilisé. Vous savez, il y a longtemps que cette rhétorique, enfin, il y a longtemps qu'elle nous fait sourire, parce qu'en fait, elle ne peut que faire sourire. S'ils veulent vraiment qu'on donne une petite illustration de ce qu'ils appellent civilisation, je veux dire, les manuels d'histoire sont remplis de tous les massacres réalisés par les pays du Nord, par l'Occident. Alors, s'ils appellent ça la civilisation, il y a de quoi rire, mais de rire de façon un petit peu sarcastique, un petit peu sinistre, parce que la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, toutes les guerres coloniales qui ont été réalisées, on a calculé que depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été engagés dans au moins 150 guerres et conflits. Je ne parle que des États-Unis, je ne parle même pas de la France et du Royaume-Uni. Donc la civilisation, c'était quoi? C'est 10 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale, pendant 50 millions de morts, 55 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nazisme, c'est vraiment une production occidentale. Le nazisme, c'est pas un pays du Sud, qui a enfanté ce monstre. Donc, voilà, c'est ça qu'ils appellent la civilisation. Mais déjà au XIXe siècle, cette expression de civiliser, ça faisait sourire. Et d'ailleurs, faut dire, pour être honnête, ça faisait même sourire quelqu'un qui s'appelle Clémenceau, et qui pourtant n'était pas un tendre. Clémenceau lui-même, lorsqu'il s'oppose à Jules Ferry qui est idole socialiste, et Clémenceau qui était plutôt même un homme de droite, eh bien, à l'Assemblée, il y a un fameux débat entre Clémenceau et Jules Ferry, où Jules Ferry parle du droit des nations civilisées à coloniser les nations du Sud, les nations barbares. Et Clémenceau, je dis bien Clémenceau, c'était pas un Algérien ni un subsaharien, eh bien Clémenceau se moque de cette expression complètement. Alors, parler de monde civilisé aujourd'hui, ça fait vraiment sourire. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, comme on dit, au bout de leur vie. Ils n'ont plus aucun argument, et ils oublient une chose, c'est que 80% du monde est avec les Palestiniens, en vérité. Et non seulement 80%, mais regardez même ce qui se passe aux États-Unis. Même aux États-Unis, au cœur de la bête, comme on dit, un sondage qui est d'hier dit que 65% des Américains sont pour un cessez-le-feu immédiat. Donc sont contre la poursuite de cette agression. Regardez l'attitude des Juifs américains, qui maintenant, il y a un groupe de Juifs américains pacifistes qui a envahi le Capitole. Ça veut dire que même dans les pays, on a des gens qui du caractère putain sauvage et réellement de l'expansionnisme occidental, qui depuis le XVIe siècle, d'envahir le monde, ne cesse de massacrer le monde, qui ne cesse de leur imposer sa loi. C'est ça qui fait le monde civilisé. Très bien. Monsieur Hamel, je disais donc, le Premier ministre ukrainien et le Premier ministre de l'entité sioniste ont déclaré que les guerres qui sont menées dans leur pays, si aussi une fois je peux me permettre cette expression, sont des guerres contre le monde civilisé. Et je rappelle quand même qu'à la lumière de ce que vient de nous dire Monsieur Youssef Bousmah, que l'Europe ou le vieux continent est le continent où il y a eu le plus de guerres dans l'histoire de l'humanité. Autant que, justement, chercheur, quelle lecture faites-vous de ces déclarations et de l'histoire de l'Occident? Et je rappelle aussi que les États-Unis d'Amérique ont été construits sur un génocide, le génocide des Amérindiens. Effectivement. L'histoire du terme civilisation, c'est un terme qui est très, très, très chargé historiquement, qui date des années 1700. Le mot civilisé et progrès ont émergé en même temps. Ensuite, les deux termes ont pris des directions qui sont différentes.
Mais par la suite, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a commencé à hiérarchiser l'humanité en 3 catégories. Vous avez ce qu'on appelle les nations chrétiennes, l'Europe et l'Amérique du Nord étaient considérées comme des nations civilisées. Ensuite, vous avez des sauvages, vous avez des barbares. Et le droit international était considéré comme la conscience juridique du monde civilisé. Il y avait même les travaux des anthropologues, en tout cas, ont soutenu cette hiérarchisation de l'humanité en 3 catégories. Ensuite, il y avait le darwinisme social qui a renforcé justement cette tendance et a justifié et légitimé justement cette hiérarchisation. Ensuite, en fait, dans le cadre des pays européens, il a fallu attendre la Première et particulièrement la Deuxième Guerre mondiale pour que les hommes politiques, les diplomates commencent à prendre une distance du mot civilisé. Pourquoi? Parce qu'on se disait qu'il n'y a que des barbares qui sont capables de commettre certaines barbaries, qui sont incapables de respecter leur engagement, qui sont incapables de respecter le droit international. À partir de là, quelles sont les implications? C'est-à-dire que, en fait, tout le discours sur le fardeau de l'homme blanc ou la mission civilisatrice vient justement de cette hiérarchisation de l'humanité en 3 catégories. C'est-à-dire que pour les Européens, elles ont le devoir et le droit de civiliser l'humanité. Ça c'est sur un rappel historique. Après, globalement, ces dernières années, on a justement commencé à entendre ce mot qui revient le plus souvent. C'était le cas dans de la guerre mondiale contre le terrorisme, où on a commencé à présenter le monde musulman comme barbare, comme sauvage, et en face vous avez les Américains qui sont civilisés, qui sont là pour promouvoir la démocratie, pour défendre la liberté. En fait, tous ces termes, elles ont un certain ancrage historique et un sens particulier dans les pays européens. Et le fait de s'en servir sert justement à mobiliser la population autour de certaines causes pour justifier la guerre, pour justifier certaines pratiques qui sont condamnées par le droit international. Et le fait que le président ukrainien qui associe la guerre en Ukraine à la guerre à Gaza, cela signifie tout simplement que les deux sont dans le même camp qui est celui du monde civilisé, c'est celui qui est démocratique. Mais globalement, à travers l'histoire, l'Africain par exemple a été considéré comme le barbare, le sauvage ou le non civilisé. Ces dernières années, l'Africain est devenu le non intégré, le non mondialisé, le non connecté. Globalement, d'une part, il y avait un changement de rapport de force qui a justifié un ajustement de ce discours, un changement de ce discours, et en même temps, l'Africain, certaines logiques de base, c'est la logique de base, le rapport qui existe entre les pays du Nord et les pays du Sud reste le même. Il suffit juste de voir quelques présidents, le président américain ou quelques présidents européens, lorsqu'ils se rendent en Afrique, et plus souvent, elles sont dans une logique d'imposer. Il faut que les Africains font ça, il faut que il y a toujours ce sentiment de paternaliste. Mais si on ne tient pas compte de cette arrière-pensée qui existe, de cette histoire, c'est difficile de comprendre justement ce paternalisme qui existe encore. Après, on peut revenir également pour le président ukrainien. Il suffit juste de voir récemment, il y avait plusieurs rapports, plusieurs articles qui ont été écrits récemment, justement sur l'implication de la guerre à Gaza sur la guerre en Ukraine. Il y avait un article qui a été écrit récemment, il y a certains armements qui ont été destinés à l'Ukraine, et finalement les États-Unis ont décidé justement de les envoyer à Israël. Ça veut dire que cette guerre va nécessairement affecter la guerre en Ukraine. À partir de là, vous avez le président ukrainien qui se présente comme quoi il fait partie du camp des bons, parce que dans le discours américain dans la guerre contre le terrorisme, on a eu justement à ce type de discours. Vous avez le mal d'un côté, vous avez le bien d'un côté, vous avez les barbares d'un côté, vous avez les sauvages, les civilisés d'un côté. En fait, globalement, ce discours, de mon point de vue, s'inscrit dans une logique de déshumanisation qui n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire. Comment dire, en guerre, la première victime dans la guerre, c'est toujours la vérité. C'était Winston Churchill qui disait qu'un mensonge fait le tour du monde avant même que la vérité ait le temps de mettre son pantalon. Et globalement, le problème qui se pose, c'est que quand on évoque le discours, c'est pas quelque chose n'est pas neutre. Le discours, c'est quoi? C'est une façon d'agir, c'est une façon d'être, et c'est une façon de représenter. Ça veut dire qu'à travers le monde civilisé et le barbare, le sauvage, on est en train justement de présenter
le conflit, la direction du conflit, et on essaie de mobiliser la population justement pour soutenir certaines guerres. Très bien, Monsieur Hamel. Je viens vers vous, Gamel Abina, avec la même question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle justement, ces deux premiers ministres parlent de guerre contre la civilisation? Bon, déjà parce que ce monsieur Zelensky est dans une situation très difficile. Les armes et l'argent qu'il recevait vont être réaffectés, il le sait. Ensuite, moi, ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est l'histoire de civilisation. Mais vraiment rigoler, c'est le terme exact. Hein. Un barbare reste un barbare. Je rappelle tout de même qu'ils confondent civilisation et technologie. Le fait qu'ils aient pu développer, grâce aux Arabes d'ailleurs, la technologie, ne fait pas d'eux des gens civilisés. Quand on est civilisé, d'abord, on ne sort pas de ses frontières pour massacrer des millions d'individus à travers le monde. Ils ont massacré l'Amérique du Nord, du Sud, du Nord ensuite, l'Asie, l'Afrique. Ils ont créé l'esclavage racialisé. Pas l'esclavage, je dis bien l'esclavage raciste. L'esclavage qui dit qu'un noir est esclave de la naissance à la mort. C'est eux qui ont créé ces concepts-là de l'époque de l'Andalousie, puis après, le Reconquista. Ensuite, les civilisés ont fait des guerres, c'est bien de le rappeler, Youssef. Deux guerres qui ont conduit d'abord à 10, puis 50 à 60 millions d'individus, dont 26 millions de Russes. Donc ceux qui ont été le plus massacrés sont les gens d'Orient, puisque les Russes sont des Orientaux, et ceux qui ont le plus tué par l'industrie, c'est les Occidentaux. Les guerres industrielles, c'est une invention occidentale, donc c'est très lâche et en même temps très barbare, et ça a été les guerres abyssales. Ils ont failli s'exterminer entre eux, ces gens civilisés, donc c'est amusant. Et surtout, ils ont créé non seulement les guerres industrielles, mais aussi la mort industrielle, avec l'histoire des chambres à gaz. Donc les civilisés, quand ils disent ça, ils oublient simplement qu'ils sont tributaires d'une immense civilisation, je ne parle même pas de l'Asie, mais arabo-musulmane, qui leur a appris à écrire, à construire, à se laver, parce qu'en Europe, il passait encore les épidémies, c'est vraiment des peuples sauvages, et surtout à ne pas se manger entre eux. Rappelons, et c'est important de le dire pour nos frères africains, c'est que le cannibalisme n'existait pas en Afrique, ça existait en Europe. Il y a les peuples du nord de l'Europe qui étaient très souvent cannibalistes. On parle beaucoup des Germains, qui étaient des barbares reconnus et reconnus. Et surtout, on se souvient que ces gens-là, quand ils sortent de leurs frontières, c'est pour tuer, piller, voler, violer. C'est ça la civilisation. Donc quand on parle de civilisation, il faut faire très attention au terme. C'est pas parce qu'ils ont un langage qui est retenu qu'ils semblent être civilisés, qu'il semble qu'ils sont civilisés. Quelqu'un de civilisé, et la civilisation est née en Orient, elle est née en Irak, elle est née en Mésopotamie pour être précis. C'est quand des gens ont investi des villes, ils ont construit les premiers États. Nations, qu'ils ont commencé à cultiver la terre, qu'ils ont commencé à s'occuper des bêtes, qui ont commencé à avoir de la monnaie, de la construction structurée, un État centralisé, c'est ça. L'Occident n'a fait que copier l'Orient, et depuis qu'ils se sont réappropriés nos technologies, comme d'ailleurs les explosifs qui viennent de Chine, eh bien ils ont commencé de façon très barbare à détruire tout le monde. Et j'en veux pour preuve que la Chine, qui a inventé les explosifs, pas seulement les feux d'artifice, a dit c'est peu honorable de tuer un homme qui ne peut pas se défendre avec des bombes, nous allons laisser tomber ce système. Eh bien l'Occident n'a pas hésité à l'utiliser à telle enseigne que le sommet de la barbarie, les 6 et 9 août 1945, c'est bombarder deux villes civiles sans aucun objectif militaire, Hiroshima puis Nagasaki, à 3 jours d'intervalle, alors que le Japon se rendait dès le départ. Donc c'est vous dire un peu le niveau. Donc les termes de civilisation, ça participe simplement d'une hypocrisie vaste. Ils veulent cacher derrière la barbarie, derrière une bombe qui jette de loin du ciel, le fait que soi-disant nous serions des barbares. Mais le barbare reste celui qui envahit le voisin. Le barbare reste celui qui tue des gens gratuitement. Le barbare reste celui qui vole. Le barbare reste celui qui passe son temps lâchement à inventer des histoires pour masquer sa barbarie. On ne peut pas parler de monde civilisé et barbare. On se rend bien compte que le Sud commence à rattraper son retard et que bizarrement le raffinement qui était oriental redevient oriental alors qu'eux continuent à s'enliser dans leur barbarie. Monsieur Bousmah, à la lumière de la chute de Gamel Abina, est-ce que finalement aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler le choc des civilisations finalement, le fait qu'aujourd'hui les pays du tiers-monde, l'Afrique, le Moyen-Orient retrouvent leur splendeur et la beauté de leur civilisation. En contrepartie, nous avons un Occident qui semble être en perte de repères. Et est-ce que c'est justement ce point précis qui a fait que la question palestinienne se mondialise de façon aussi spectaculaire ? Mais oui, ce qui est extraordinaire, c'est que, rappelez-vous, au début des années 90, Fukuyama, c'était cet Américain qui prétendait que c'était la fin de l'histoire, hein, d'accord, qu'avec la chute de l'URSS, tout était terminé, que finalement l'Occident avait gagné, que plus jamais, que tous ces peuples du Sud, selon l'expression d'un grand colonialiste français en Algérie, hein, d'un des généraux barbares qui a colonisé l'Algérie, eh bien, ils pensaient vraiment que tous les peuples du Sud, désormais, allaient ramper à leurs pieds, et que, voilà, on disait, c'est la fin de l'histoire, hein, pour contredire les visions marxistes de l'histoire, voilà.
eh bien, les événements d'aujourd'hui contredisent totalement cette vision, notamment en ce qui concerne les peuples du Sud et particulièrement en ce qui concerne la Palestine. Lorsqu'il y a eu ces accords d'Oslo, par exemple, tout le monde se disait voilà, c'est terminé, la cause palestinienne est enfermée. D'ailleurs, les Palestiniens n'ont rien obtenu. Tout le monde était bien conscient qu'après la mort de Rabin, l'assassinat de Rabin par un extrémiste sioniste, eh bien, tout le monde se rendait bien compte que la cause palestinienne était dans une mauvaise situation. Et bref, les pays du Nord exultaient, l'Occident triomphait, et voilà, c'est vraiment ce qu'on pensait être la fin de l'histoire. L'époque d'aujourd'hui a bien montré que tout cela a été complètement inversé. Et aujourd'hui, on voit bien que les peuples du Sud remontent, et contrairement à ce qui a été prévu, eh bien, les peuples du Sud n'ont pas été annihilés, ils retrouvent leur grandeur. L'Occident, au contraire, comme vous dites, eh bien, connaît d'énormes. Et c'est ce qui explique la violence occidentale. C'est ce qui explique la violence aujourd'hui de l'antisionisme. C'est le sentiment que les choses ne seront plus jamais comme avant, particulièrement après la spectaculaire opération du 7 octobre. Très bien, Monsieur Bousma. Je reviens vers vous, Tawfiq El-Hamel. On sait qu'aujourd'hui, l'influence politique sécuritaire des puissances occidentales en Afrique ou au Moyen-Orient commence à être remise en cause par les populations. On a vu le départ de la France de plusieurs pays du Sahel. Est-ce que justement, c'est cette remise en cause de la présence militaire qui pousse l'Occident à ce jusqu'au boutisme avec le soutien à l'entité sioniste face à l'offensive à Gaza? Globalement, à travers l'histoire, la puissance militaire a toujours été un élément important dans l'expansion impérialiste, l'expansion coloniale. La puissance militaire a toujours été le cœur de ce projet. Et généralement, dans l'analyse, en fait, vous avez le pouvoir politique, le pouvoir militaire, économique et intellectuel sont toujours associés. Jusqu'à les années 45, même jusqu'à les années 90, si vous regardez les grands spécialistes, les grands sociologues, le plus souvent on les trouve sont des sociologues, des chercheurs, soit américains, soit de manière générale, soit occidentaux. Et en même temps, vous avez l'Occident qui a qui reste une puissance militaire très très importante, ne serait-ce que les Américains actuellement restent, malgré il y a un déclin relatif, mais elle reste quand même la première puissance militaire mondiale. Mais en même temps, sur le plan économique, elle s'est beaucoup affaiblie sur le plan économique. Il suffit juste de voir le cas de la Chine. En 1978, le PIB de la Chine représentait 1,8% du PIB mondial, et en 2020, son PIB est passé à 18%. Pour montrer on peut prendre d'autres puissances économiques. Vous avez le retour de la Russie sur le plan militaire, politique, même sur le plan économique. Vous avez le Brésil, vous avez la Turquie, vous avez l'émergence de nouvelles puissances, l'Afrique du Sud, vous avez l'émergence de nouvelles puissances qui cherchent leur place et estiment que les institutions internationales qui existent actuellement ne sont pas assez représentatives justement de cette évolution. Et globalement, qu'est-ce qui reste au sein des États-Unis et c'est les puissances européennes particulièrement certaines, c'est la puissance militaire. À partir de là, on peut envier tous les scénarios sont possibles. Le problème qui se pose, c'est que le retour à la puissance militaire devient de plus en plus difficile. Il suffit juste de voir ces dernières années. Les États-Unis sont restés en Afghanistan 20 ans sans atteindre leur objectif. Elles sont intervenues en Irak sans atteindre leur objectif. Actuellement, la puissance la plus influente en Irak, c'est les Iraniens, c'est l'Iran. Et actuellement, les Américains ne savent pas quoi faire avec l'Iran. Vous avez la France qui était engagée presque une décennie au Mali et elle a quitté le Mali sans atteindre ses objectifs. Ce que je veux dire justement, c'est que le développement des pays du Sud fait que ces puissances justement et une certaine influence et une certaine capacité justement de nuire et en tout cas de faire en sorte que toute puissance étrangère, le coût devient de plus en plus important. Si je peux juste raconter une histoire, vous avez 30 secondes, Monsieur Hamel, vous avez 30 secondes. Ouais, c'était au 9e siècle, il y avait un consul romain qui s'est rendu en Allemagne pour justement écraser certaines tribus germaniques. Et le problème qui se pose à son arrivée, elle a été complètement surprise et toutes ces légions ont été vaincues. Et à son retour, elle disait que tout a changé. Rien n'est comme hier.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette évolution. Et pareil, actuellement, c'est qu'il y a plusieurs puissances occidentales qui ne tiennent pas justement de cette réalité, que rien n'est comme avant, et des changements profonds, structurels auxquels elles font face. Et la seule solution, justement, c'est d'ajuster les institutions internationales et leur politique. Très bien, M. Bousmar. Gamal Abina, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Dernier mot, il va être simple et ce sera vraiment une vraie fierté. Le monde arabe a montré son visage, mais surtout Tahrir Jazeera. Ils sont sortis hier par millions. On les attendait évidemment sans surprise. Et effectivement, ils ont montré la fierté algérienne qui ne lâchera jamais ses frères palestiniens. Et je dis et répète, Tahrir Palestine, Tahrir Jazeera, et que la Palestine sera libérée un jour, quoi qu'on en dise. Monsieur Bousmar, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Eh bien, le mot, moi je suis très optimiste. Je suis optimiste, on va dire modérément optimiste, mais globalement, je suis quand même optimiste parce que les objectifs d'Israël n'ont pas été atteints. Israël hésite vraiment dans son offensive. Et bien, on voit bien que la réprobation mondiale est en train de monter. Elle est en train de monter partout. On voit bien dans toutes les capitales arabes, dans tous les pays du tiers-monde, et ça va être extrêmement difficile. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant de l'histoire. On vit des moments absolument historiques. Et cette opération, cette formidable opération de la résistance palestinienne, je crois qu'elle va bouleverser, elle va créer un véritable tremblement de terre dans l'ordre mondial. Très bien. Et je suis optimiste. Voilà. Très bien, merci Youssef Bousmar, merci Gamal Abina, merci Monsieur Tawfiq Al-Hamel, messieurs, merci de nous avoir accompagnés. Très chers téléspectateurs, comme à l'accoutumée, c'est sur toujours une note d'espoir que s'achève Cap sur l'Afrique. Un espoir pour notre continent, mais aussi pour les peuples qui luttent pour un avenir meilleur. Madame, Monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News.